La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour, vous êtes sur la voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital. Je suis Marie-Chantal. Aujourd'hui, je reçois dans le cadre de mon émission Franck Andersen, psychothérapeute à Boulogne-Billancourt, consultant corporel et auteur du livre La résolution émotionnelle. Un ouvrage passionnant écrit par un auteur passionnant que vous allez découvrir. Dans ce livre, Franck va vous apprendre à surmonter vos peurs, vaincre la jalousie qui vous gâche la vie et va vous aider à avancer en gagnant de la confiance. Fini la culpabilité, car il faut savoir que l'on peut avoir peur de réussir autant que d'échouer. Par exemple, ne pas faire de l'ombre à sa fratrie, à ses parents, à son conjoint. Donc choisir par exemple inconsciemment de ne pas briller. Je veux conserver l'amour de mes parents et pour cela, je sacrifie mon avenir professionnel pour ne pas les décevoir. Franck vous propose d'appréhender différemment vos émotions et de contrer vos peurs pour réussir. Il vous apprend à prendre conscience que vous portez en vous la solution. Vous y découvrez donc le fonctionnement profond de vos émotions, comment et pourquoi elles apparaissent, la méthode pour décrypter les manifestations physiques et psychologiques, comment dompter votre cerveau et en faire votre meilleur allié pour lâcher le mental. Vous allez découvrir comment mieux comprendre vos émotions à travers votre corps et vos émotions pour les résoudre. Vous écoutez la voix d'Ambroise Paré. Avec la résolution émotionnelle, vous allez trouver les ressources au quotidien et en faire profiter votre entourage, des adultes ou des enfants. Vous allez mieux faire face aux émotions positives et négatives telles que le stress, les angoisses ou les peurs suite à des traumatismes parfois lointains. Vous allez prendre conscience de votre état émotionnel, de le ressentir et de l'accepter. Ce travail de conscience de soi et d'écoute de l'intérieur est la première étape à l'identification de vos besoins non satisfaits et à la démarche de changement. Vous allez apprendre à affronter les difficultés fondamentales de la vie. Franck, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous présenter à nos auditeurs ? Tout d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Je suis ravi de répondre à la voix d'Ambroise Paré et à vos questions, Marie-Chantal. Moi, je suis assez simplement praticien en résolution émotionnelle, donc pas psychothérapeute comme vous l'avez annoncé tout à fait. Il faut que je sois précis, sinon ça va être un petit peu délicat, mais je suis en tout cas praticien dans ma méthode. Voilà, et j'interviens effectivement avec des personnes qui soit ont identifié une limite dans leur fonctionnement, soit qui ont des débordements fréquents, et là pour le coup quand ça se traduit dans le comportement, il est parfois un peu tard, mais on peut encore agir. En tout cas, voilà, je travaille comme ça, d'une façon assez simple et à la demande. Donc, on ne peut pas imposer aux gens d'évoluer. Mais c'est vrai qu'au milieu des plus de 400 thérapies, je crois, qui existent, la résolution émotionnelle existe aussi. Et je pense au bon moment, à notre époque. Tout à fait, absolument. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Alors l'envie d'écrire, là, moi j'avais pris énormément de notes, soit parce que dans mes consultations, je prends quand même les notes de ce qu'on me dit, soit parce que j'avais fait une colonne de gauche parfois sur des sujets qui m'intéressaient, et entre mes notes se rapportant à l'histoire de personnes qui existent et ce que j'avais un peu envie de dire, on a pu écrire ce livre. Alors je dois avouer une chose, c'est que je suis un peu un enfant gâté sur cette histoire-là. Je vous explique tout de suite pourquoi. J'anticipe peut-être votre prochaine question d'ailleurs, mais à savoir que je n'ai pas démarché d'éditeur. C'est le Duc qui m'a démarché très gentiment en me disant « Faites-nous un livre là-dessus », il n'y en a pas eu.
Il n'y en a pas eu tellement, voire pas. Exact. Et effectivement, on s'est parlé de ça pendant le Covid. Vous savez, quand on n'avait pas grand-chose à faire, qu'on était tous derrière nos écrans à se faire des réunions sur des choses qui nous intéressaient ou qui potentiellement pouvaient déboucher sur un projet. Et finalement, à discuter de cela avec les éditions Le Duc, on a fini par se dire, bah oui, ok, allez, on le fait. Et puis, c'était le moment de le faire. Donc tout ça s'est fait très naturellement, mais en aucun cas, moi, j'avais spécialement envie d'écrire. J'avais pris des notes, mais je n'avais pas envie de faire un livre, plus que ça. Donc là, j'ai accueilli ça comme un vrai bonheur de le faire et puis de passer l'examen d'auteur. Pour vous, quel mot caractérise le mieux votre livre sur la résolution émotionnelle? Juste quelques mots. Eh bien, un premier me vient, c'est solution. Solution et au singulier. Parce que c'est un peu la clé anglaise de pas mal de choses, la résolution émotionnelle, en ce sens que elle est très simple à comprendre, elle est assez simple à expérimenter, mais comme tout ce qui est simple, c'est compliqué. Donc il faut Absolument. l'expliquer. Voilà. Mais c'est vrai que dans résolution, il y a le mot solution. Et si on enlève le RE devant solution, eh ben on a un peu l'explication de ce livre. Et sachant que RE, c'est aussi la réduction de résolution émotionnelle. On a fini par, dans le langage courant, par l'appeler RE ou protocole RE, résolution émotionnelle. Donc, RE séparé de solution n'empêche pas la solution et bien au contraire, et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer alors pas qu'en jouant sur les mots, hein, mais en étant à la fois factuel, en étant à la fois rassis, et puis en remettant les choses à leur place avec le bon sens que les mots nous dictent la plupart du temps. Et la sémantique est magique en termes d'émotion. Victor Hugo disait « Les mots manquent aux émotions ». Et quand un monsieur comme Victor Hugo nous dit ça, on est quand même un peu embêté de se dire que nous, avec notre vocabulaire d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit être? Alors comment on fait pour vivre avec ça? Donc on s'aperçoit que la résolution émotionnelle, merci bien, passe là aussi par un autre vecteur qui est le corps, et qu'à défaut d'avoir les mots, on a le sensoriel. Et le sensoriel va nous aider dans cette méthode, mais je pense qu'on va l'expliquer au fur et à mesure de vos questions. Tout à fait. Très bien. Et je dirais même, si on est cartésien, on va se dire c'est résoudre le problème, en fait. Voilà. Résolution, résoudre. Absolument. La méthode est déjà plusieurs noms, plusieurs acronymes, plusieurs noms d'écoles, plusieurs façons de l'appeler. Il y a aussi l'école dont je fais partie et quand elle s'est créée et l'expérience Tipeee. Peut-être les gens connaissent Tipeee. L'école évolue à l'appeler régulation émotionnelle. Et puis on est quand même beaucoup de praticiens à aimer le terme de résolution parce qu'il nous paraît sur un plan, encore une fois sémantique, beaucoup plus juste à décrire ce qui se passe et les phénomènes en action qui vont dans le sens d'une résolution, et on n'y revient pas. Et la magie de la méthode est celle-ci, contrairement au mot régulation qui pourrait traduire presque plus le fonctionnement d'un régulateur de vitesse sur une voiture. Alors on le met, mais il ne faut pas le bouger, voilà, sinon exactement. Ça revient, sinon on dépasse la vitesse. Donc voilà, après on est toujours content de trouver le bon mot, et c'est vrai qu'on est assez d'accord, assez largement d'accord sur le terme de résolution plutôt que régulation. Et quant au nom de méthode que la méthode a pris au fur et à mesure des années, où chacun essaie de la rebaptiser un petit peu à sa façon, il fallait écrire au sens large. Donc à l'éditeur, moi j'avais dit, ok, on le fait, mais on fait un bouquin d'abord pédagogique, et puis on remet, on ouvre large et on donne le champ à tout ce qui a existé dans la partie, en fait, dans le secteur. Et puis, n'appelons pas la chose autrement que ce qu'elle est, trouvons-lui le mot qui nous paraît le plus
universel pour définir le phénomène et pas un nom d'école ou pas un nom qui appartiendrait à quelqu'un. Très bien. Franck, quelle est votre méthode pour mieux aider les autres à mettre fin à l'origine de leurs maux ? La méthode, comme je vous disais, elle se pratique, elle est assez simple à expliquer dans la mesure où on va essayer de mettre les gens les amener dans une phase sensorielle. Et à ne pas le faire, on ne réussit pas la résolution émotionnelle, on ne réussit pas le protocole jusqu'au bout. Donc on va essentiellement essayer d'amener les gens à traduire ce qu'ils sont, ce qu'ils ont comme problème en mots, en sentiments. Puis du sentiment, on essaie de traduire ça en émotion. Souvent, quand vous avez des gens en cabinet comme ça qui commencent à s'exprimer, ils disent ce qu'ils ont sur le cœur. Alors ils sont pas bien et parfois ça se manifeste en vrai. Parfois c'est tout à fait spontané. Ça résiste pas à la spontanéité. C'est là, c'est en train d'arriver. Alors en cabinet, puis sur le théâtre des opérations, parce que j'interviens aussi avec les forces de l'ordre, et pour le coup ça devient une méthode d'urgence. Donc précisément dans le cas qui nous intéresse, où les choses sont là à se manifester, et puis on n'a pas le choix, elles sont là en train d'arriver. Vraiment là vous êtes en train de me dire ça, et est-ce que c'est en train de vous arriver là au moment où vous m'en parlez ? Ah oui absolument, là je sens même les larmes qui montent. Donc si on est dans les larmes, on est dans l'émotionnel. Dans l'émotion, oui. Eh bien, on n'est pas encore dans la bonne chambre d'enregistrement qui permet de dépasser la douleur ou le problème, ou qui permet de le transformer. Parce que si on n'est que dans les larmes, dans le récit, on est dans le mental. Dans les larmes, on va être dans l'émotionnel. Ce qu'il faut pouvoir permettre à la personne qu'on a en face, c'est de basculer dans le sensoriel. Et à cette condition-là, le cerveau, une partie, le centre, l'amygdale dont on parle beaucoup, qui est un centre de tri en quelque sorte, va se mettre en action et va avoir un effet intéressant qui va transformer l'expérience, qui va transformer le ressenti de la personne, enfin son histoire même, ses souvenirs, qui va transcender généralement l'épisode qui a posé problème et qui est parfois très ancien. Donc voilà comment on s'y prend. Si je réponds à votre question, voilà comment on s'y prend. Alors c'est toujours difficile à expliquer, c'était l'intérêt de faire un livre là-dessus, c'était de simplifier pour dire voilà, quand vous faites ça, dans le mental, vous vous racontez, vous êtes dans le mental, il n'y a pas de transformation. Les larmes montent parce qu'à force de nous expliquer ce qui se passe, ça va pas. Et là, ça va pas en ce moment. Si on va dans le sensoriel tout de suite, qu'on fait basculer là, on a une transformation à l'appui. Avant, on n'a pas de transformation. Très bien, très bien. On parle fréquemment de personnes borderline. On qualifie cela en syndrome de ce nom d'ailleurs. Ça nous permet de glisser doucement vers le prochain morceau intitulé Borderline de Jordan Rakei. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Franck, pourquoi vous dites que votre méthode est révolutionnaire et qu'elle apporte un grand soulagement ? Pouvez-vous nous en expliquer les raisons ? Alors, révolutionnaire, le mot est toujours un petit peu délicat à employer. Il a tellement de sens que c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, là, c'est un peu l'éditeur qui a décidé ça. On en avait parlé, puis il n'était pas sûr, puis finalement, ils l'ont fait. Bon, révolutionnaire, ce que ça de révolutionnaire, c'est l'efficacité, la simplicité. C'est en cela qu'elle est révolutionnaire, la résolution émotionnelle. Parce qu'elle s'applique sur le théâtre des opérations assez facilement et que, alors si c'était dans le cadre familial et que vous avez un gamin qui rentre, un adolescent qui rentre excédé du bahut, et maman, faut que je te raconte, et puis non, tu sais quoi, je vais pas te raconter, et là il pète un câble, vous avez, la maman que vous êtes, si vous êtes un peu formé, vous avez les moyens d'intervenir gentiment entre la cuisine et mettre la table sur le bord de la table, et ça c'est extrêmement chouette parce que, et c'est en ça que c'est révolutionnaire, parce que c'est facile d'emploi, c'est facile à faire. Alors s'il y a une habitude prise,
avec cette méthode, c'est un peu la deuxième révolution, c'est qu'on repart jamais du niveau de stress qu'on avait. Le stress émotionnel, c'est essentiellement comme ça qui se manifeste. Mais à l'utiliser, et ça c'est vraiment une des révolutions aussi, c'est que vous ne repartez jamais du plateau de stress. Vous avez vraiment fait descendre le stress durablement. Et ça c'est bien aussi. Parce que dans beaucoup de méthodes qui ont le mérite d'exister et qui permettent de gérer les émotions ou les états, le mot gérer s'applique très bien. Nous, ce qu'on fait quand on fait de la résolution émotionnelle, avec une petite nuance, c'est qu'on ne gère pas, on n'est pas, comme on disait tout à l'heure, on n'utilise pas un régulateur, on résout. Et ça, c'est un point vraiment révolutionnaire, de résoudre en un minimum de temps des problèmes qui sont parfois anciens ou qui sont récurrents. Alors souvent, quand ils sont récurrents et qui se chronicisent, c'est une belle explication qu'il est ancien. Pas toujours, mais on s'aperçoit à l'usage qu'il y avait une douleur ancienne, pas forcément très, très grave, mais il y a une empreinte. On parle d'empreinte dans notre jargon. Il y avait une empreinte un peu archaïque, un peu ancienne. Elle n'est pas éloignée de la période de l'accouchement, de la période même de la grossesse. En tout cas, elle est fréquemment avant 3 ans. Voilà. Donc, avant 3 ans. Avant 3 ans, fréquemment, on a des empreintes importantes de choses qui vont se traduire en problèmes émotionnels, qui vont se traduire en comportements inappropriés, et en problèmes émotionnels, en émotions qui posent problème, parce qu'il y en a des belles quand même, hein, dans la typologie des émotions. Il n'y a pas que la colère, il n'y a pas que l'anxiété, enfin il n'y a pas que tout ça, il y a aussi la joie. Hein, la joie, heureusement. Merci qu'elle se corrige, toutes les précédentes, et qu'on arrive après à un état de joie relatif, évidemment. On est toujours fonction de l'environnement. Et pour le coup, une autre évolution possible, c'est justement quand on est en environnement un petit peu hostile. Et tout à l'heure, je vous indiquais que j'ai participé avec les forces de l'ordre à l'expérience. C'est même pas une expérimentation parce que ça fonctionne. On peut pas dire qu'on était en expérimentation, on était en utilisation. C'est simplement que on a réussi à utiliser cette méthode avec les forces de l'ordre pour traiter la pollution émotionnelle dont ils font l'objet, parce que ils sont pas tous arc-boutés sur la répression. Il y a des gens éminemment sympathiques, éveillés même, dans les forces de l'ordre, qui sont précisément sur le rapport humain, plutôt sur l'éducation aussi, sur le fait de transmettre quelque chose, sauf que quand vous recevez une pollution émotionnelle du fait de votre métier et qu'elle est trop importante, vous n'avez plus accès à cette dimension-là de la police. Donc c'est là que la répression peut rentrer en ligne de compte. Enfin, en tout cas, sur leur confort à eux de pouvoir faire légitimement leur travail, il y a un compromis qui est impossible parce que d'un coup, le filtre est trop pollué, trop d'émotions, trop de problèmes. Voilà, et puis ce qu'on fait la nuit, si on ne dort pas la nuit, le lendemain on revient au commissariat, on n'est pas bien. Donc en fait, je leur ai expliqué, écoutez, on va travailler ce qu'on peut avec un format de 30 minutes par personne. Et on a effectivement mis en place un format sur leurs heures de travail, y compris, j'ai même fait des sessions la nuit avec les gens du service de la nuit, pour qu'ils en bénéficient aussi, il n'y avait pas de raison. Et à tout ça, on a travaillé avec le service d'appel téléphonique du centre d'appel d'urgence. Et alors eux, ils sont énormément confrontés à toute la peine du monde, à toute la charge émotionnelle des gens qui appellent, et ils se prennent ça comme des buvards, vraiment. Même si il y a une formation, ils ont des référentiels pour répondre aux gens, alors parfois un peu froidement, mais en fait, il faut en comprendre la portée et l'importance. C'est qu'ils doivent diligenter derrière les bons moyens, le plus possible en connaissance de cause de la situation. Donc ils ont l'air d'absorber comme ça le truc un peu froidement, en réalité ils ne le prennent pas froidement du tout. Et
là aussi, il y a un risque de pollution émotionnelle que on met dans un coin, on passe au coup de fil suivant, et puis on dort moins, on rentre, et puis les problèmes commencent comme ça. Et il n'y a pas de géographie entre le commissariat et la vie personnelle. Il n'y a pas, je dis, les émotions n'ont ni géographie ni planning, mais c'est vrai. Ce que vous vivez dans une situation professionnelle, vous le rapportez à la maison, et réciproquement, d'avoir mal dormi ou de vous être disputé avec votre conjoint, vous rapportez ça le lendemain au commissariat, vous ne faites pas un service pareil. Et vous pensez pas que la nuit, on perçoit en plus les choses de manière différente, peut-être plus négative la nuit quand on a un problème, qu'on revient sur ce problème. La nuit, je pense qu'il prend des proportions différentes, non ? Alors, il y a fréquemment un traitement cérébral des choses. Effectivement, on le ressent. On est parfois très stimulé sur le plan cérébral au moment d'aller se coucher. C'est pas de chance. Et là, d'un coup, on a envie d'écrire un livre. Ouais. On a envie de prendre note de quelque chose d'une façon assez urgente, où on aura presque envie de s'y remettre. À quoi, je sais pas, un devoir à finir, un truc à faire. J'allais me coucher et pan, voilà. Et là, et tout revient. Donc, alors ça traduit un fonctionnement cérébral assez classique, et effectivement, on peut ne pas trouver la paix parce qu'on est stimulé hautement par des choses qui nous intéressent, et puis on peut ne pas trouver la paix parce qu'on est stimulé par des choses qui nous blessent. Et de la même façon. Et effectivement, comment on fait, comment on abaisse au niveau de stress, mécaniquement, là, en 3 minutes, au bord du lit, eh bien, la résolution émotionnelle peut remplir ce rôle. Absolument. Ouais. Franck, si ce n'est pas indiscret, quel est votre profil émotionnel ? Mais comment le décrire ? Moi, je suis... Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est une grande question. Alors, je sais même pas. Est-ce que je suis le mieux placé pour en parler ? Là, je laisse à mes contradicteurs, aux gens qui m'aiment pas, le soin d'être plus juste. Je pense qu'il y en a. Ça serait marrant qu'ils se manifestent. Non, blague à part, je sais pas quoi vous dire. J'étais un enfant très colérique. Qui a fréquemment tapé des pieds sur les escaliers en bois pour les monter et les descendre en colère. J'hurlais. J'étais juste impraticable. À quel âge vous étiez comme ça ? La colère faisait vraiment partie beaucoup de moi, même il y a quelque temps. Il y a des gens qui pourraient le confirmer. Je sais pas à quel âge c'est arrivé. Parce que vous dites la personnalité psychologique se forme jusqu'à 3 ans en fait. Vous avez dit alors tout non, à l'heure. elle se forme tout le temps. Tout le temps, mais je veux dire, les 3 premières années sont très importantes quand même. En réalité, alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une proto-conscience avant 3 ans, c'est-à-dire que on a exactement une mémoire, et effectivement, on évolue, on change. Boris Cyrulnik parle merveilleusement de tout ce stade. Le truc, c'est que on a une mémoire, mais on n'a pas le souvenir de ce qui s'est passé avant 3 ans. Alors, on évolue, évidemment, sur le plan cognitif, on se développe, notre mémoire se développe, nos souvenirs, nos émotions commencent là, mais en fait, elles commencent bien avant. On a l'impression que quand on a 50 ans, on a 50 ans. Non, on a 50 ans et 9 mois. C'est dans l'inconscient, en fait. Et effectivement, on a 50 ans et 9 mois. Et ces 9 mois, on les prend pas suffisamment en compte, précisément parce qu'on n'en a pas le souvenir. Mais on en a une mémoire. Les traces. Et comme c'est une mémoire corporelle, on n'en a pas le souvenir. Mais cette mémoire, pour autant, elle existe. Elle se traduit en mémoire corporelle. Alors, il y a ce qui se résout, parce que le principe de résilience, il existe assez vite dans le développement du cerveau. Mais en revanche, on le sait, mais en revanche, on n'est pas capable de résilience pour tout et tout le temps et toute sa vie. C'est ce qui fait qu'on souffre de certains épisodes sans s'en remettre, qu'on peut avoir des stress post-traumatiques à l'issue d'un accident de voiture, et puis peut-être même d'un deuxième, et que là, pour le coup, la messe est dite, vous en prenez pour quelques années. Donc la résilience, elle ne se fait pas toujours très bien, et sur des choses très profondes, et sur des empreintes très profondes, et très émotionnelles, on est assez d'accord de se dire, tiens, est-ce que ça n'intervient pas avant 3 ans, parce qu'on n'a pas d'explication ?
on a beau faire toute la psychanalyse du monde, on n'a pas d'explication, on va émettre des hypothèses, on peut se tromper, même bien accompagné d'un psy compétent. Le principe, c'est d'émettre des hypothèses, et dans ces hypothèses, peut-être trouver une solution, et peut-être que oui. Alors, parfois on touche, on dit juste, on tombe vrai, et puis le risque, c'est de se tromper. Donc, il y a un risque pour pas se tromper, et il y en a un qui se trompe pas, c'est le corps. Et ça, c'est la magie de la résolution émotionnelle, puisque elle est érigée en méthode, ces fonctionnements-là, qui sont finalement des fonctions naturelles que l'on a, érigées en méthode, elles permettent une certaine reproductibilité, donc une certaine utilité. Donc ça, c'est très chouette, parce que, précisément, sur des choses comme ça, on peut repasser dessus et se dire, ah bah tiens, la résolution, la résilience n'a pas bien marché, ok. Est-ce qu'on peut refaire un tour là-dessus ? Et à l'expérimentation, on se dit, allez, tiens, eh ben oui, et parfois, même souvent, quand on a été bon, quand on a été juste, le corps fait le job. Et on le ressent. Alors moi, je le vois quand j'ai quelqu'un assis en face de moi, il y a des signes cliniques observables, et puis la personne, je ne vous dis pas, elle le ressent encore mieux. Très bien. Alors, pourquoi pour la sophrologie et la méditation, justement, fait-elle autant pour les personnes qui la pratiquent ? La méditation et la sophrologie. Alors, je pourrais commencer par la sophrologie, parce que moi je suis sophrologue de formation. Ça fait 30 ans que j'ai fait mes premières sophros. Je l'ai beaucoup pratiqué avec les sportifs, essentiellement comme ça. On n'ouvrait pas un cabinet sur cette idée-là à l'époque. Donc moi, c'est le champ sportif qui m'avait mis un peu le pied à l'étrier. Comment on peut améliorer l'efficacité, comment on peut améliorer la performance. J'ai visité la sophrologie en trouvant que c'était une solution, je l'ai expérimenté et je trouvais ça très bien. Je réponds à votre question en ce sens que la sophrologie, c'est aussi de la méditation, puisqu'il y a, dans son développement, cette méthode est devenue aussi méditative. En fait, son créateur, Alfonso Caicedo, un psychiatre d'origine colombienne, qui avait repéré des phénomènes, hypnotiques, avait repéré des phénomènes corporels, avait repéré pas mal de choses. Et sa femme était quand même professeure de yoga, avant l'avènement du yoga qu'on a aujourd'hui. Donc il a observé, en fait, dans une dimension assez large, comment les pensées et la biologie fonctionnaient, comment le psychosoma fonctionnait, et puis dans ses voyages, il a rapporté des connaissances, dont la sophrologie est un très bon vecteur, parce que elle est effectivement aussi un peu méditative. Moi, je la pratique en club de sport, sur un versant, vous avez raison, proprement méditatif. Tout à fait. Alors on est un peu moins en mouvement, mais on explore plutôt le côté méditatif de la sophro. Chacun se spécialise un peu avec cette méthode comme il veut. Mais pourquoi ça fait du bien ? Parce qu'en fait, on fait faire quelque chose, une gymnastique, au départ qui paraît mentale, mais pas seulement, qui est énergétique, dans le sens que le corps s'aligne. C'est la respiration, tout d'abord. Et c'est vrai que on parlait de ce qui se passe avant 3 ans. Vous regarderez comment respire un bébé et vous regardez comment respire un adulte à 25 ans et vous verrez qu'il ne respire pas du tout de la même façon. C'est comme si on désapprenait à respirer. Ça, c'est très étonnant. Vous allez voir un bébé qui respire par le ventre. Et ça, on oublie. Il respire vite en plus. Et il respire vite. Très et vite. ça, souvent, on l'oublie. À l'observation d'un bébé, on se dit, oh tiens, c'est marrant, ça gonfle et ça se rétracte. Et c'est plutôt dans le ventre. Et c'est comme ça qu'il faudrait respirer. Eh bien, la sophrologie, quelque part, nous l'enseigne à nouveau, nous rééduque là-dessus, ne serait-ce qu'avec cette dimension souffle qui cède le pas à la méditation, parce que le souffle, c'est l'aura. Et l'aura se développe grâce au souffle. Voilà, donc tout ça est un petit peu, a l'air un petit peu invisible, mais en réalité, c'est très laïque. Et on a découvert dans la sophrologie et la méditation, j'espère que je réponds à votre question, des choses qui font du bien et qui n'appartiennent à personne, encore une fois, qui sont
du bon sens, qui sont réapprendre à respirer, qui sont des choses de réapprendre à bouger, prendre conscience de son schéma corporel, chose que moi j'ai découvert que des sportifs, et plutôt des bons, avaient même des problèmes de perception de leur schéma corporel. Et pourtant, ils font que ça. Et des choses très simples en fait, parce que vous apercevez que respirer, souffler, suffit d'y penser. En y pensant, c'est une forme de méditation. Vous allez compter la respiration, vous allez bloquer votre respiration, vous allez la compter en expirant, et voilà une forme de, comme me disait Franck à l'instant, de sophrologie et de méditation. Vous pouvez le faire depuis votre lit. C'est ça. Voilà, n'hésitez pas. En mission, je vous encourage vivement à refaire ce petit exercice. Respirez, soufflez en comptant, et vous aurez fait l'exercice que Franck vient d'illustrer. Alors, on va passer. Pourquoi, pour vous, la résolution émotionnelle est-elle une solution pour mieux vivre si rien n'a marché jusqu'à présent ? C'est vrai que le parcours des personnes qui sont en souffrance d'une façon ou d'une autre, il est parfois très long, il nous fait regarder, essayer, et les gens ont tellement raison d'être curieux. Parce que il existe beaucoup de solutions. Tellement raison d'être curieux de ce qui existe, de ce qui serait possible, que ça leur fait parfois faire un tour assez large, parfois faire des expériences d'une méthode plutôt qu'une autre. Alors, la plupart, elles sont toutes bonnes parce que elles partent d'observation, en réalité. Absolument. Avant d'être des livres, elles sont des pratiques, et puis avec un empirisme. Sauf que cet empirisme, aujourd'hui, il est conforté de plus en plus scientifiquement, et encore une fois, merci à l'imagerie médicale, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, quand on était sophrologue et qu'on disait, par exemple, les intestins, deuxième cerveau. Ah, ok. Quand on disait ça, on était un petit peu des beatniks. Tout à fait. Avec les sabots suédois, le pull en laine vierge, vous voyez, on était un peu des rigolos. Sauf que depuis l'imagerie médicale et telle qu'elle a évolué, on a effectivement pu mettre en évidence des choses extrêmement précises sur le fonctionnement des intestins, ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a complètement corroboré des choses qu'on croyait empiriques. Alors, ce qui est empirique devient toujours un peu une méthode, et une méthode, elle fait du bien dans la mesure où elle permet une certaine reproduction du bien-être. Je me suis peut-être écarté de votre question. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que ce qui a marché jusqu'à présent, c'est vrai qu'en fait, pourquoi on parle de l'intestin, le deuxième cerveau, c'est parce que, en fait, beaucoup d'encre, on écrit beaucoup de choses sur ça. On parle beaucoup de microbiote. C'est quand même bien ce que vous êtes en train d'expliquer finalement. Absolument, on a mis en évidence qu'il y a des un mal-être qui peut venir de la microbiote. C'est ce qu'on nous dit actuellement. Les médias en parlent de plus en plus. Et donc maintenant, on commence à mieux comprendre pourquoi il y a un certain mal-être qui vient. Effectivement, on ne va pas parler médical, mais un peu de l'intestin parfois. Voilà. Non, mais on dit d'ailleurs que les intestins sont presque un peu une pharmacie naturelle, qu'on a tout à disposition. Alors quand c'est pollué à cet endroit-là, on n'a pas les bonnes choses. Mais dès qu'on y remet les bonnes choses et qu'on prend soin de cette sphère-là, le reste s'améliore. Tout à fait. Alors, on va laisser cette partie au secteur médical. Absolument. Par contre, moi, je vous poserai une question. Quel est le conseil que vous délivrez à vos amis le plus souvent, notamment, quand ils sont tristes, ou leur donner des solutions pour les rendre plus gais, par exemple. Si vous avez de bons amis, des fois, ils n'ont pas le moral. Franck, tu peux pas m'aider? Non, vous êtes magicien en ce domaine. Alors, il faut que la personne soit d'accord. Et ça, c'est l'essentiel de ce qu'il faut réussir. Il est peut-être là, d'ailleurs. Parce que, je vous disais tout à l'heure, vous êtes une maman, l'ado rentre excédé du collège. Et s'il n'est pas d'accord de se poser 2 minutes puis de vous dire ce qui se passe, en gros, vous n'avez personne, vous n'avez pas la main. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Voilà. Et on est souvent triste de notre impuissance à aider des proches. Et je pense aux aidants. Qui ont un parent à aider, et là c'est souvent compliqué de contempler sa propre impuissance à aider les gens, et ça on aide les aidants,
d'ailleurs, de plus en plus. Donc, quand à aider des amis, il faut qu'ils soient d'accord. Et moi, quand ils savent pertinemment ce que je fais, ils ne sont pas toujours disposés à se poser là pour dire fais quelque chose. Donc, moi, ce qui m'amuse, c'est que quand je sais qu'ils sont globalement d'accord et qu'ils savent, pour l'avoir expérimenté avec moi une première fois, que la méthode fonctionne, je fais un peu d'abus de confiance, mais dans le bon sens et avec beaucoup de bienveillance. Je fais de la manipulation bienveillante, on va dire, et je leur dis pose-toi là, ok, c'est bien beau tout ce que tu me racontes là, mais qu'est-ce que ça fait dans ton corps là maintenant d'en parler? Et je fais un grand silence. Ça libère. Et là, je me tais. Ben, oui. J'ai plus rien à dire. Non, exactement. Il a tout dit. Et là, il se passe quoi? Là, il se passe la magie de la résolution émotionnelle, qui nous dit pas combien de temps elle va mettre, qui nous dit pas si ça va être la machine à laver le maelstrom dans les sensations, ou si au contraire ça va être un peu diffus. On ne sait jamais à l'avance combien de temps, comment, même à peine pourquoi les choses fonctionnent. Juste, vous avez assis devant vous quelqu'un assis à qui vous avez posé une question, et celle-là, qu'est-ce que ça fait dans ton corps là? Et le silence, sur le silence s'appuie la résolution exactement comme on est en train de le faire. Tout à fait. Si on faisait l'expérience en réel, puisque des personnes qui nous écoutent sont sûrement peut-être à l'écoute de ce qui se passe dans une émotion particulière, peut-être même pense à quelque chose de personnel et en se disant ah bah tiens, moi j'ai pas de chance, ou peut-être vous qui nous écoutez vous dites tiens, j'ai une émotion qui pointe là, tiens, j'ai un truc là. Absolument. Et ben vous savez quoi, on va se taire 2 secondes et je vais vous demander qu'est-ce que ça fait dans votre corps là maintenant. Et les sensations, est-ce qu'il y en a une? Où elle est? Il y en a 2? Il y en a 3? Eh bien, laissez-les évoluer. Laissez-les évoluer. Et elles vont s'arrêter. Vous allez voir que même si vous avez l'impression que ça monte, ça va s'arrêter. Et la magie du truc, c'est que quand on a l'impression que ça se superpose, que ça s'additionne, oh là là, mais ça ne s'arrête pas là. Mais j'ai le cœur qui accélère, j'ai presque un vertige, j'ai même du mal à respirer, j'ai un frisson dans le dos, j'ai une crampe dans la jambe. En fait, tout ça n'est qu'un passage, c'est le corps qui prend le relais, qui quelque part rembobine un peu l'histoire de la personne, avec sa mémoire corporelle dont on parlait tout à l'heure, qu'elle est parfois archaïque, et à faire ça, et à le laisser faire ça, il fait quelque chose d'essentiel qui va régler le problème. Qui va les libérer, tout à fait. C'est vrai. Ça tient en peu de choses. Ça tient surtout dans le fait qu'il faut que je la ferme à un moment donné que je ne pollue pas les gens. Même les parents, face à un enfant qui est en mal-être, en difficulté, c'est difficile de trouver les mots. Et parfois, ça peut même le blesser. Donc parfois, c'est plutôt le silence où c'est lui, il faut qu'il se libère en parlant. Parce que vous, parents, vous allez donner des conseils, ce sera peut-être pas bien perçu, ce sera encore plus toxique. Parfois, il vaut mieux se taire et laisser l'enfant s'exprimer. Moi, je pense que c'est encore les meilleure solution. Enfin, le rôle de parent est très, très difficile. Parfois, on croit donner des conseils et au contraire, l'enfant, il perçoit les conseils comme quelque chose de toxique. Donc, finalement, il vaut mieux laisser avant tout, je crois, l'enfant s'exprimer. Je crois que c'est encore la meilleure des solutions, je pense. C'est ça. Alors, on avait reproché à Françoise Dolto de dire l'enfant roi, laisser s'exprimer. On a énormément transformé son message. Oui, c'était pas ça. Un peu trop, tout à fait. C'était pas ça. Non, c'était pas l'enfant roi. Non, l'enfant, il y a quand même des règles, des protocoles. Il y a des codes à respecter pour un enfant. C'est dans l'expression que donner libre cours à l'expression d'un gamin, c'est pas forcément que ça dure bien longtemps, c'est pas tout le temps et toute la journée et pour tout. C'est à des moments précis. Tout et en fait, dans la résolution émotionnelle, on ressent très très bien cette notion de moment, d'instant même. Il y a un instant T, parfois c'est à la seconde près, on recherche ça, parce que ce qu'il faut qu'on recrée en cabinet, enfin quand on a quelqu'un en face à qui il arrive quelque chose, c'est de recréer ce moment, être sûr qu'on ne se trompe pas. C'est bien de ça dont vous me parlez, mais là c'était plus fort là ou là? Ah, plutôt là, d'accord. Et en fait,
à définir le moment, et à l'instant de ce moment, exactement la seconde près, on est sur le bon truc, ça crée un déclenchement, et on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à dire, et on n'a pas de mots à rajouter. Absolument. Et d'ailleurs, moi je dis tout le temps, si vous attendez un conseil de ma part, vous allez être déçus, parce que je ne donne pas de conseils. Là, j'ai micro ouvert pour parler de ce que je fais. Je vous assure que je suis bien moins bavard quand j'ai quelqu'un en face de moi, parce que ce n'est pas mon rôle de recouvrir, de donner des conseils, de dire ça serait plutôt comme ça serait plutôt comme ci, encore moins de parler d'hypothèses. Alors ça nous arrive, hein, mais je dis non, il n'y a rien de plus pervers qu'un conseil, je vais surtout éviter de vous en donner un. En revanche, le corps va nous mettre sur la voie, et puis on va l'écouter, et il va nous parler, il va vous parler à vous surtout. Très bien. Alors, pour notre troisième pause musicale, justement, retrouvons celle qui semble avoir surmonté sa tristesse à la disparition de son père. Elle est une épouse, une mère et une artiste accomplie dont le timbre de voix et la modernité musicale continuent de nous émouvoir. Écoutons Charlotte Gainsbourg avec Line With You. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Alors Franck, que ressentez-vous lorsque vous écrivez ? Du stress. J'utilise ma propre méthode. Voilà, non, mais peut-être j'avais dit en début d'émission que j'avais pris beaucoup de notes. Mais je ne suis pas un écrivain et même pas un auteur. Enfin, si, maintenant, apparemment. Mais c'est vrai que quand on me demande ça, je suis un peu dépourvu de me dire comment je vais donner une cohérence. À moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, la cohérence. C'est névrotique, hein. C'est totalement névrotique. Hein. C'est pas cardiaque. Cette recherche de cohérence confine à la névrose, et je vous assure que quand elle est excessive, elle est aussi mauvaise que quand il n'y en a pas. Mais c'est vrai que essayer d'être cohérent avec tout ce qu'on pouvait dire, le besoin de simplifier, le besoin de vulgariser les choses, mais en restant assez factuel et avec quand même des références assez précises et rationnelles. Ça a été énormément étudié, les émotions. Quantité de bouquins ont été faits sur la question, ont été édités. C'est un domaine incroyable parce que les émotions, il y en a tout le temps. Tout le temps, en fait. Partout. Dans tout, il n'y a pas un peuple, une culture qui échappe à ça. Donc, il y avait beaucoup de choses de faites. Comment on fait ? Bon, moi, quand l'éditeur m'a proposé d'écrire ce livre, j'ai dit OK, mais quand on réussisse un défi pédagogique, alors on s'est mis d'accord avec l'éditeur de travailler avec quelqu'un, et c'est vrai que Aurore Emley, avec qui j'ai collaboré et qui co-signe ce livre, est journaliste en psychologie, beaucoup. Elle a énormément visité tous ces domaines. On a eu du mal à trouver la méthode au début, la méthode de travail, parce que moi je n'avais jamais rien fait de tel, et puis elle a quand même des techniques d'écriture, des choses, et puis on avait notre objectif pédagogique qui était important pour moi. Donc j'ai été vraiment bien guidé, bien canalisé par Aurore, qui m'a permis de... J'étais trop dedans aussi. Vous savez, quand on est trop dans quelque chose. Donc, comment tirer la quintessence des notes, comment créer une cohérence. Bon, c'était un peu particulier. On a mis du temps, et puis il a fallu solder le travail très vite. Donc, on a fini en 2 mois et demi à peine. Très bien. Pouvez-vous nous parler d'autres sujets ? Par exemple, quelles sont vos autres passions que l'écriture, là ? Alors, je crois qu'il y en a une qui m'a fait venir ici, déjà. Hein, et là, je parle sous l'autorité de Bernadette, qui peut attester que je suis déjà venu pour parler de roller, puisqu'en fait, ça a été une passion, un jeu de gosse, une passion, une formation,
un diplôme d'État, j'étais moniteur de roller, et puis je suis accessoirement l'organisateur de la rando roller de Boulogne-Billancourt, quand le Covid ne nous empêche pas de la faire. Donc j'étais venu à l'occasion parler de ça. Alors ça, c'est une passion qui est psychomotrice, parce que le roller, si on veut danser avec ce truc-là, on a de la musique. Alors il faut mettre la musique en action. Et une des bonnes définitions des émotions, c'est finalement des pensées qui s'incarnent dans le corps. Donc encore une fois, moi je suis très dans le sport, je viens du sport, tout ce qui est corporel, la corporalité a toujours été très très importante pour moi, et cette passion chevillée au pied du roller, je l'ai depuis très longtemps, j'en ai fait toute ma vie. Alors aujourd'hui ça prend un sens nouveau parce que et puis très actuel parce qu'il faut se déplacer autrement, on a une injonction là, on n'a pas le choix. J'avoue que j'ai pas fait de transition particulière, moi c'était déjà là, donc ma passion est devenue utile. Très bien. Et sinon, au niveau de la santé mentale, puisque c'était quand même notre thème, quels sont vos projets en matière de santé mentale ? En matière de santé mentale, ça serait d'être dans le déploiement de la résolution émotionnelle, soit dans des contextes précis, et je vais continuer de collaborer avec les forces de l'ordre, soit peut-être même à aider les aidants ou les soignants aussi, parce que c'est pareil, ils ont une grosse pression à absorber la difficulté des autres, en plus de la leur. Donc ça serait peut-être d'aller sur un déploiement comme ça. Peut-être, je la sens votre question, Marie-Chantal, peut-être d'écrire un deuxième livre. Et bien là, je vous court-circuite la prochaine question. Effectivement, peut-être de faire un livre encore plus ouvert sur ça et qui visiterait mes expériences, l'expérience de mes applications de la résolution émotionnelle avec les uns, les autres, et avec peut-être encore plus de récits ou de faits. Voilà. Combien de temps vous avez passé pour écrire ce roman, cet ouvrage plus précisément ? Je vais faire une réponse, je sais pas, à Picasso, non, je sais plus lequel tu avais dit toute ma vie. Non, mais 2 ans. Là, on a décidé ça au moment du Covid, et puis on l'a sorti en juin dernier. Ouais. Donc entre le moment de se mettre d'accord et juin dernier, ça faisait quoi, 2 ans, enfin 1 an et demi. 1 an et demi. Et puis très très concrètement, on l'a fait en 3 mois. 3 mois. Ouais, c'est-à-dire qu'on a vraiment, il y a un moment donné, on a effectivement mis un grand coup de boost pour y aller. On avait la structure, on a revu un peu la structure, parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord avec les chapitres, le chapitrage, donc le temps de se mettre d'accord là-dessus, c'était une formalité, mais après on a pu foncer. Voilà, peut-être travailler avec les ados aussi, parce que vous parlez de santé mentale. La santé mentale est devenue une priorité. Je crois que notre Premier ministre, Madame Borne, a dit qu'il fallait bien regarder ça, parce que il y a un truc grave qui s'est passé avec les ados. Ils n'ont pas supporté le Covid, pas supporté la classe à distance, pas supporté d'être sur des écrans. Or, sur des écrans, pour une certaine génération qui est née avec l'iPhone, tous leurs problèmes de troubles de l'attention, les TDAH et compagnie, là, ils ont des troubles de l'attention essentiellement parce qu'ils travaillent sur écran. Et parce qu'ils sont nés avec ça. Et on le sait, on ne se départit pas de ça. Ce progrès-là a créé des problèmes cognitifs particuliers et atteint cette génération là-dessus. Bon, ok, ça allait arriver, on a des gens qui ne peuvent plus se concentrer. Et on a de gros problèmes. Donc l'adolescence étant mal, avec pas mal de choses, et pas que le harcèlement scolaire, et peut-être même d'ailleurs qu'il est un peu périphérique du mal-être, enfin c'est même à peu près sûr, enfin c'est paraît logique, mais c'est pas identifié, mais ça paraît logique. Donc peut-être travailler avec les ados, oui, et d'ailleurs j'en ai qui viennent de plus en plus à la demande de leurs parents, et ça c'est la demande forcée, c'est un peu le risque, mais quand ils sont d'accord de faire le boulot, il y a des chouettes trucs. Merci beaucoup Franck d'avoir accepté cette interview. J'ai beaucoup aimé votre livre que je recommande à
tous nos patients, car il y a toujours une solution aux problèmes que l'on rencontre. La résolution émotionnelle, un ouvrage passionnant qui ne peut que séduire les lecteurs. Vous avez décrit des situations difficiles où il est possible de s'en sortir. Vous savez plus que quiconque l'importance de vivre pleinement les choses. C'est vrai que si l'on n'a pas d'idée ou de conviction, on ne fait rien. Vous possédez la dynamique positive qui donne l'espoir du possible aux lecteurs et lectrices. Rien n'est jamais définitif. Et nous pouvons toujours rebondir, même dans les moments les plus difficiles. Pour toutes ces raisons, je vous recommande encore une fois ce livre. Alors, pour information, Franck a écrit cet ouvrage en collaboration avec Aurore Emlet, journaliste indépendante qui travaille à la revue Psychologie, auteur de nombreux guides de développement personnel, dont la pensée positive. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site du cabinet Andersen, disponible dans toutes les librairies également et le réseau Fnac. Vous serez d'ailleurs présent, Franck, à la Fnac de Boulogne le samedi 1er avril en dédicace. Donc, notez bien dans vos agendas le 1er avril. Franck peut dédicacer votre livre. Et il est temps de dire au revoir, Marie-Chantal, parce que là, on dépasse le temps. Patrick pour son aide sur le plan technique et Bernadette, la coordinatrice de l'association, pour son remarquable investissement, ici présente, et qui est toujours là pour nous encourager. Retrouvez la suite des programmes sur la voie d'Ambroise Paré. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site, Internet et notre page Facebook. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.